Dans la salle, est-ce que certains veulent réagir aux propos qu'ils ont entendus, veulent poser des questions? C'est le moment, c'est la troisième partie de cette matinée où la parole est libérée et où tout le monde peut intervenir. Dans l'ordre calme et la discipline, bien entendu. L'ordre républicain. Des réactions? J'avais juste une réaction sur, on va directement du coup sur l'individualisation de chacun des parcours des gamins. C'est ce qui était un peu précisé. Non mais je réagis justement pour ça en disant attention, parce qu'on sait aussi bien que cette personnalisation du rythme, ainsi de suite, surtout en colo ou ailleurs, elle est aussi dans un groupe social et que c'est à l'équilibre entre les deux aussi qu'on trouve quelque chose. Et que c'est pas le tout l'un, 8 heures, on se lève, ou le tout l'autre, du réveil de 6 heures à 11 heures. Enfin, voilà, c'était juste pour mettre ce petit bémol, parce qu'en même temps, il y a aussi, que ce soit l'école en colo, un cadre social dans lequel il n'empêche, si on veut avoir un minimum de relation avec les autres êtres humains, il y a des compromis à faire. Voilà, donc j'ai aussi trouvé cet équilibre-là, et sans d'aller ni dans un excès, ni dans l'autre. Et je sais que c'était pas le sens. Voilà. C'était sans question. En fait. Non, enfin. Moi, je peux. Oui, en fait, c'est sûr que ça, en fait, les animateurs, ils ont tellement intégré qu'ils étaient là pour le collectif que j'ai abordé que l'autre aspect. Parce que dans l'animation, ce qui prime au départ, c'est quand même l'apprentissage de la vie en collectivité. Donc ça, c'est vrai que je l'ai chanté par pression du temps. Oui, par pression du temps, mais même parce que aussi c'est tellement intégré dans notre fonctionnement que la difficulté, c'est pour les animateurs et les directeurs de séjour, c'est plutôt de s'affranchir du collectif par moment. Voilà, et de la pression collective, parce que la pression collective, elle n'est pas que vivre en collectif, c'est aussi être à l'heure à l'activité qui a été prévue. Et donc, par moment, notre rôle, nous, en tant qu'organisateurs, c'est de dire tranquille, voilà, c'est pas parce qu'il y a un bateau à 8h30 enfin, 8h30 on le ferait jamais, mais à 10h du matin, et si vous arrivez 10 minutes en retard, et si le prestataire n'est pas content, et ben c'est pas grave. Enfin, il y a un moment, de toute façon la prestation on la paye, donc qu'on soit là à 10h ou à 10h10, si les enfants ont 10 minutes de prestation de bateau en moins, c'est pas la fin du monde, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai abordé plutôt le côté individuel, parce que nous, notre rôle d'organisateur, c'est de les détendre, on va dire, un peu par rapport à cette pression du temps, du collectif, qui est une vraie passion en colo. Voilà. Mais effectivement, il faut savoir faire des choses. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Non, mais je crois qu'il y a effectivement la question aussi du vivre ensemble. Enfin, on est individu, on vit aussi dans une société, alors que ce soit un groupe, un X ou Y. D'ailleurs, donc je crois que c'est cette dimension-là. Après, c'est la question de la place. Et un terme en éducation pour la santé, mais on voit ça aussi. C'est aussi ces idées d'alliance éducative. J'aime bien ce terme d'alliance éducative, c'est-à-dire de pouvoir conscientiser, discuter, négocier, et on voit bien que toutes ces techniques, alors c'est un peu trop loin à développer, prouvent toute leur efficacité, tant sur la question de la santé que sur la confiance en l'adulte, sur la confiance aux parents aussi. Et puis après, par rapport à la remarque, justement, je trouvais assez pertinente sur les 5 fruits et légumes, machin, bidule, etc. Enfin, ils savent tous compter sur les doigts maintenant, les enfants. C'est aussi de dire, voilà, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société qui veut gérer le risque à tout prix, quel que soit le risque. Et je crois que voilà, ça aussi, ça a un impact très fort sur les comportements des adultes, voilà, qui sont mis en situation en disant si on fait pas ça, il va y avoir un problème, si on fait pas ça, il va y avoir un problème. Enfin, ce qui est assez intéressant dans la société française, c'est que tout est problème. Et non, mais je dis ça à la fois sur le ton humoristique, mais en même temps, il y a une vraie question là-dessus.
Et dans les démarches éducatives, mais je pense, même dans l'éducation pour la santé, c'est vrai que là sur la question du son, c'était très très intéressant. Si on ne parle pas de plaisir, voilà, enfin, je crois qu'il y a le plaisir de la vie. Et je crois que trop souvent, on a accentué sur la question des risques ou des choses négatives, mais on n'a pas parlé du plaisir. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel aussi dans les démarches éducatives. Enfin, voilà. Pardon, excusez-moi. Bien sûr. Mais je crois qu'il est nécessaire d'en parler. Non, je pense pas. Pardon. Parce que, en fait, je repars sur le volet de l'alimentation, qui est un volet qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, pour avoir travaillé aussi à l'élaboration, la mise en place de ces jours de colo, je tiens aussi le terme. Mais moi aussi. Je dis que le rôle aussi des animateurs et le rôle aussi de l'organisateur de colonies de vacances, c'est de pouvoir insuffler aux chefs de cuisine peut-être une alimentation différente. Autre chose, ça. Et le fait que les animateurs puissent réagir quand il n'y a pas suffisamment de légumes, suffisamment de fruits, moi je trouve que c'est plutôt une démarche positive et que effectivement peut-être c'est à nous d'avoir en amont travaillé avec le chef de restauration et de dire introduisons, même si c'est pas 5 fruits, 5 légumes, un minimum de quelques fruits et légumes dans l'alimentation. Donc je pense qu'il y a aussi, sans rester sur le volet de la pédagogie systématique, d'avoir peut-être une pédagogie un petit peu différente, en retrait, en fait, qui vient en un deuxième effet, on va dire. Non, mais c'est la question de l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas toujours sur le comportement individuel qu'il faut agir. C'est, je pense, sur le bruit et le son. C'est vrai que si on réfléchit pas aussi aux questions d'acoustique de la salle, quand on parle même, j'aime beaucoup le terme restaurant scolaire, ça m'amuse toujours, mais quand on voit la tête des restaurants, non, mais c'est vrai qu'on parle souvent de bruit. Bruit, ou même moi je l'ai vu, en colo, centre de l'OL. Oh là, mais ils sont pénibles, les gosses, ils sont brillants. Mais il faut voir parfois les dispositions de salle qui font que forcément ça ne peut être que bruyant. Et les gamins, après, on entend « vous allez vous taire !» Mais c'est pas que ça, c'est même un chuchotement. Enfin, je suis pas un spécialiste du son et du bruit. Quand tout le monde se met à chuchoter, à la fin, ça fait beaucoup de bruit. Et c'est simplement aussi peut-être la conception des lieux qui fait... Voilà, mais c'est vrai qu'on a une tendance très forte en France à aller sur les comportements individuels sans s'interroger, je dirais, sur les questions d'environnement. Et là, je vais un peu plus loin, sur la responsabilité des adultes à améliorer le bien-être des personnes sans forcément leur dire il faut que tu fasses ça. Voilà, enfin, c'est la question du bruit. L'éducation à l'environnement, ça fait partie d'un tout. Voilà, tout à fait. L'enfant, mais c'est l'environnement dans lequel il se situe. Donc d'un point de vue architectural, peut-être, ou de conception pour l'isolation phonique, mais aussi dans le type de restauration qu'on va servir aux enfants. Voilà. Bien sûr. Mais même après, sur les idées préconçues, enfin, nous on avait fait une étude sur des jeunes en collège, pas un bilan de santé, etc. Les enseignants, alors je repense à ça, c'était par rapport au sommeil, ils disaient, vous vous rendez compte, ils jouent aux jeux électroniques toute la nuit, enfin bon, c'est toujours, c'est la Première Guerre mondiale qui se déclenche, ils sont fatigués, etc. Sauf que ce qui était surtout intéressant, alors bon, évidemment il y avait quelques consommations, je dirais, mais sauf que les enseignants ne s'étaient pas interrogés sur la question de l'emploi du temps. Quand on était dans un collège en milieu rural, donc les gamins ils devaient arriver, alors ils arrivaient chez eux le soir à 19h, mais il fallait qu'ils reprennent le bus à 7h le matin, même s'ils avaient cours qu'à 14h, et effectivement, au bout d'un moment, voilà, ces questions de rythme de vie, c'est pas toujours voilà, on a nos idées aussi préconçues, parce que c'est facile aussi de dire voilà, c'est de ta faute ou c'est de la faute des parents, enfin on peut toujours après trouver des éléments. Mais là on est sur des questions d'environnement et d'organisation. Tu voulais réagir aussi là-dessus Juste donner un exemple très simple qui permet d'illustrer l'attitude que peuvent avoir un adulte qui essaye de se poser la question et de se donner des libertés. Je me souviens d'une colo où il y avait un réfectoire super bruyant, un réfectoire très bruyant, et donc il y a eu un premier séjour
où le directeur a dit mais c'est infernal, les enfants font du bruit, ils étaient agités, etc. Le séjour d'après, ils ont mangé dehors, tout simplement. Ils ont arrêté de manger dans le réfectoire supérieur. Donc le directeur a décidé parce que c'était bruyant, de faire en sorte que les enfants mangent pratiquement tout le temps dehors. Alors c'était peut-être pas sur des tables, je me souviens plus des détails, mais il y a des moments aussi où en tant qu'adulte, on ne s'affranchit pas des contraintes et on pourrait peut-être... Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, Yann, je te passe la parole juste après, hein, sur bien distinguer le fond et la forme. La question des 5 fruits et légumes, je ne sais pas sur le fond, je pense qu'elle est fondée, mais c'est, je crois, sur la forme et le message, en l'occurrence celui-là qui est matraqué. C'est vrai que les poireaux... Voilà, j'ai des enfants qui sont en âge de regarder la chaîne 18, ça passe 25 fois par heure ce message encore aujourd'hui, c'est hallucinant. Ils le connaissent par cœur. Et je pense que c'est une question de forme. Ils regardent trop la télé, il faut supprimer la télé, mais ils n'auront plus le message. C'est ça, exactement. Non mais, je crois que la question elle est là aussi. Le métier de l'animateur, justement, de l'éducateur, c'est de faire en sorte que le message passe pas forcément au marteau-pilon, quoi. Sinon, on se fabrique un blindage. Alors justement, par rapport aux animateurs, c'est vrai que je reprends encore la thématique du bruit, parce que je suis venu par rapport à ça, j'aurais pu aborder autre chose, mais c'est vrai que conscientiser, pouvoir d'agir, conscientisation, pouvoir d'agir. La cantine, par exemple, et le préau sont des endroits qui sont, on le sait très bien, hyper problématiques, il y en aurait d'autres. Si on parle des équipes éducatives, ASEM, etc., on pourrait dire, moi en tant qu'adulte, je vais dire que c'est de la faute de l'enfant et je vais le culpabiliser en disant le comportement, il faut que tu fasses attention à ci. On a parlé de l'environnement dans lequel on évolue. On sait très bien, et la SEM ou l'enseignant ou l'adulte ou la personne n'est peut-être pas consciente que c'est aussi la façon dont a été conçu les bâtiments, les types de matériaux, l'acoustique, qui va générer un certain nombre de choses. Le fait de le savoir et de le conscientiser, effectivement, les solutions qui vont être proposées avec les enfants et avec les équipes, avec l'ensemble de ces éléments-là, vont pas être les mêmes. Donc on va arrêter de crier, on va arrêter de surenchérir en disant arrête de faire du bruit, mais l'adulte en fait encore plus que l'enfant. Voilà, mais on va pouvoir se dire bon, effectivement, le bâti, il y a un problème. On s'est rendu compte qu'avec les études, c'était pas ça. Donc on va pouvoir agir à 2 niveaux. On va peut-être agir au niveau des comportements de l'enfant, mais en ayant avec l'enfant, et non pas, c'est pas l'adulte qui va imposer des choses, élaborer et co-construire peut-être des éléments qui permettent d'atténuer le bruit, et puis après avec d'autres personnes se dire qu'est-ce qu'on fait au niveau du bâti, qu'est-ce qu'on fait à notre niveau, et qu'est-ce que l'adulte fait aussi là-dedans, parce que on est tous dans un collectif. Et c'est vrai que je reprends ce que je voulais aussi dire tout à l'heure, c'est que l'aspect individuel, comme le disait Vincent, l'aspect collectif, effectivement, se conscientiser et conscientiser ce qui se passe au niveau individuel, c'est parce qu'on est dans un collectif. Et le collectif va permettre aussi, au niveau individuel, c'est une histoire sans fin, quoi. En fin de compte, on va élever son niveau de conscience par rapport au collectif et l'individu par rapport à... et vice-versa. Voilà. Oui, bonjour. Moi, en fait, ça me renvoie à l'idée, moi, sans arrêt, de l'émetteur et du récepteur de ce problème-là. Tout à fait. Et on parle beaucoup du récepteur, c'est-à-dire l'enfant, mais avant de dire, moi, j'ai entendu que des choses passionnantes sur les enfants, sur la question qu'on va se poser nous, pour être sûr que le discours par l'enfant va être éventuellement compris, entendu, mis en œuvre. Mais moi, je me dis aussi que le problème vient peut-être de l'émetteur lui-même, parce que dans tous ces contextes, on parle de l'enfant, de sa situation par rapport à la santé. Mais ce qu'on oublie peut-être aussi, c'est de dire que tous les adultes qui interviennent, parce que moi je travaille dans tous ces secteurs-là, je suis directrice écolo, j'ai été colon de 7 ans à 17 ans, après j'ai pas pu m'en sortir, je suis directrice de centre, et j'ai travaillé avec les ADSEM, j'ai travaillé dans les cantines, et maintenant on m'a mis en charge du développement durable, dans une municipalité qui peut-être veut faire beaucoup de choses pour les enfants, mais qui oublie que les adultes qui sont mal eux aussi dans cet environnement, je ne vois pas comment ils peuvent convaincre les enfants de quelque chose quand eux-mêmes subissent des nuisances sonores, qui sont dans un état de stress tel que le seul moyen qu'ils trouvent pour dire aux enfants d'arrêter de parler, c'est de leur hurler dessus. Et voilà, moi la première chose, je vois, j'ai été souvent confrontée à ce genre de problème avec les enfants, c'est que je leur parle à un ton comme ça, je leur dis écoutez, moi je ne vais pas changer, je ne vais pas énerver, essayez-vous de diminuer pour longtemps, diminuer votre son. Et la cantine, si elle est bruyante, c'est pas uniquement votre faute, ça je leur ai dit.
Mais moi, ce que je vois, c'est mes collègues ATSEM qui, de 8h des fois à 18h30, sont dans le stress permanent parce que les locaux sont mal conçus. Je ne peux même pas leur vouloir de s'énerver des fois, les enfants, parce qu'elles sont atteintes elles aussi. Elles sont malades de ce stress-là et de ces nuisances. Donc, ouais, là, je crois qu'on touche un peu à la question de la cohérence aussi, des lieux et des propos qu'on tient, la cohérence entre les lieux et les propos dans lesquels qu'on tient. Et effectivement, là c'est compliqué. C'est compliqué, que ce soit par rapport à la conception des lieux, à leur utilisation, ou puis même, vous parliez d'émetteurs et de récepteurs, sur le fait que je dis pas ce que je fais aussi, qui n'est pas forcément un levier pédagogique de très grande efficacité. Voilà. Donc Yann voulait réagir, Eric aussi je crois. Oui. Vous ne battez pas. Ça va de soi, mais sur le vivre ensemble, faire ensemble, être ensemble, ça concerne l'ensemble des acteurs. Bien évidemment, les adultes, en reprenant le même schéma que j'ai pris, conscientisation, pouvoir d'agir, c'est dans ces temps-là de coéducation, qu'on soit en temps de loisirs, temps de vacances, dans des lieux différents, c'est l'ensemble de la collectivité, l'ensemble des personnes qui sont concernées, qu'il faut impliquer. Sinon, on s'en rend compte souvent. On est sur le pouvoir d'agir avec les enfants. Alors, et puis même nous, on va regarder. On part en formation. On revient en se disant ouais, j'ai un pouvoir d'agir hyper intéressant, je vais pouvoir avoir tel outil, c'est hyper intéressant. Oui, et puis la structure dans laquelle on est le seul, ou on est 2 ou 3, donc ça sert à rien. Donc effectivement, oui, être ensemble et faire ensemble et vivre ensemble. Si on veut vraiment qu'il y ait des changements, c'est l'implication de tous, se conscientiser individuellement et collectivement, et agir collectivement. Et c'est pas facile. Oui, par rapport à ce que vous soulevez, effectivement c'est important, alors personne de l'IREP qui sont là, mais c'est vrai que maintenant dans la plupart des programmes de promotion de la santé, alors que ce soit à l'école, je veux dire à l'école ou dans d'autres milieux, l'idée c'est aussi de prendre en compte la santé des adultes, mais qui agissent aussi au sein de la structure telle qu'il soit. Donc c'est déjà d'avoir aussi cette prise en compte du bien-être aussi des intervenants naturels et quotidiens des enfants, pour qu'il y ait justement cette cohérence aussi qui se pose. Donc ça, c'est vrai que ça c'est un élément qui est assez central maintenant, vraiment d'avoir cette double dimension. Les enfants, alors on triple avec les parents, mais aussi les adultes dedans pour prendre en compte leurs questions de santé. Après, en t'écoutant, ça me faisait penser aussi à autre chose, c'est la question, est-ce qu'on est sur un moment T? Alors, on peut être en formation, on peut développer un programme à un moment donné. Après, ce qui se passe aussi, c'est la cohérence dans le temps. C'est-à-dire que ça me semble essentiel. Alors, je peux donner un exemple très concret dans un collège en Ille-et-Vilaine. On a élaboré des programmes sur l'estime de soi et les compétences sociales, notamment pour les élèves de 6e, ceux qui rentraient du CM2 au 6e avec les centres de loisirs, etc. Et les enseignants, donc il y avait des classes pilotes, on a beaucoup travaillé sur les questions de coopération, d'expression, etc., etc. Donc effectivement, en 15 jours, les gamins avaient bien cerné ensemble des choses. Donc, pendant 1 an, ils ont travaillé sur la coopération, etc. Par contre, quand l'année d'après, ils se sont retrouvés en 5e, moi, je les ai appelés les naufragés de l'estime de soi. C'est-à-dire que les enseignants qui étaient OK en 6e, justement pour qu'on ne soit pas obligé de lever la main, pour qu'il y ait du débat, de la discussion, ils avaient bien intégré l'ensemble des dynamiques. Quand ils sont arrivés en 5e, ils se sont fait laminer. Donc il y a aussi des questions de cohérence, mais sur le temps. Je crois que c'est quand on parle d'éducation tout au long de la vie, est-ce qu'on est bien d'accord sur les modalités pédagogiques? Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut prendre en compte la santé au sens large du terme, après des intervenants qui sont aussi naturels. Moi, les ATSEM dans l'école de mon fils, elles ont des bouchons d'oreille pour pouvoir travailler toute la journée. Non, mais c'est dans les restaurants, pas les machins là. Voilà. Les cantines. Voilà. C'est comme les colos. Moi, j'aime bien dire cantine.
Oui, attendez, il y a une hôtesse qui vous amène un micro. Oh, une hôtesse. Ce sera un café pour moi, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Le café, c'est une bretonne. Ah bon. Très concrète. Ça m'intéresse beaucoup cette question de pouvoir impliquer toute la communauté éducative. Mais concrètement, quels sont les leviers pour y parvenir? Est-ce qu'il y a des leviers d'action sur lesquels on peut s'appuyer? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a, quand on parle de liens, en tous les cas, comment ça se crée? Merci pour cette question qui risque d'être la dernière parce que tout le monde va pour répondre. Ça mériterait une autre conférence. Voilà, c'est ça. Mais donc dans un temps très restreint. Temps très restreint. Mais je crois que c'est partir de la réalité de la structure dans laquelle on évolue et puis de l'équipe qui va être présente. C'est-à-dire quelle est sa motivation ou quel est son degré d'investissement par rapport à la thématique dans laquelle elle est. Et en lui rappelant qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses et un certain nombre de leviers. S'il n'y a pas de suivi par rapport à ça, ça ne marchera pas. Notamment, si l'équipe enseignante a peu de temps ou sur le pouvoir d'agir va pas laisser aussi la parole, donc il y a la parole de l'enfant aussi. Si ça c'est pas là, on pourra se leurrer de plein de choses, mais ça marchera pas quoi. Comment ? Une analyse de la situation. Alors, moi, je fais de la formation auprès des enseignants de l'éducation nationale et donc c'est ce qu'on essaye de faire dans toutes nos formations, c'est d'essayer de mobiliser en fait les équipes et de leur donner la possibilité de mobiliser leurs collègues, parce que ceux qui viennent en formation généralement sont déjà mobilisés. Alors, souvent, ce qu'on essaye de leur donner comme modalité de fonctionnement, c'est de s'appuyer sur les personnes qui veulent partir. Ça sert à rien d'essayer de convaincre des gens qui ne seront jamais convaincus. Voilà. Par contre, lorsqu'on mène une action, il ne faut pas être deux, parce que deux, c'est pas une équipe. Il faut déjà, pour pouvoir mener une action, avoir un petit groupe de 5-6 personnes. Voilà, ça dépend dans quel type d'établissement vous êtes. Je sais pas. C'est un collège ou... Non, je travaille dans une collectivité. D'accord. Bon, une collectivité, c'est pareil. Dans un groupe, donc il faut déjà être un... Collectif. 5-6 personnes, ça va être faisable. Ça peut être faisable. Une collectivité, ça peut être faisable. Donc il faut qu'il y ait déjà un petit groupe. Et après, quand ce petit groupe il faut que le petit groupe communique un maximum sur ce qu'il veut faire et ce qu'il a envie de faire, en informant tout le temps, à tous les moments de l'étape du projet, de ce qu'il veut faire. Même les gens qui n'ont pas envie de partir, mais au moins les gens seront au courant. Et puis progressivement, des personnes vont rejoindre probablement cette petite équipe de départ autour du projet qui se construit. Si le projet est complètement ficelé dès le départ, évidemment, là, vous n'aurez pas d'adhésion d'autres personnes. Donc il faut vraiment pouvoir avoir une adhésion progressive. Et de la même façon, quand je disais qu'il ne faut pas se sentir coupable d'adhérer au bout de 1 ou 2 mois du projet, ou même au bout de 6 mois, ou d'adhérer au dernier moment. C'est pas grave. Et il faut que l'équipe de départ accepte ça aussi. Parce que les gens ont aussi leur temporalité et ils vont maturer différemment. Et c'est pas, ce qui est important, c'est que le projet aboutisse. Il faut vraiment que les objectifs soient bien définis de départ. Et l'objectif peut être un objectif simplement sur construire ensemble quelque chose. Ça peut déjà être un objectif important. Et ensuite, il faut un objet de travail. C'est-à-dire que finalement, les gens... Enfin, moi, j'y crois beaucoup à ça. Les gens, il faut qu'ils agissent, quoi. Il faut qu'ils soient autour de quelque chose, qu'ils fassent du concret, qu'ils se mettent ensemble. Alors, il faut qu'il y ait du plaisir aussi dans le fait de faire ensemble, hein, des petits moments conviviaux et tout ça. Mais il faut qu'ils agissent, il faut que quelque chose se voit concrètement. Parce que si on fait que réfléchir, on n'est pas dans la transformation, on ne va pas jusqu'au bout de l'action. Et du coup, c'est hyper frustrant. C'est-à-dire qu'on a réfléchi, on a cogité, on a mis plein de monde autour de la table, il ne s'est rien passé. Et alors là, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que vraiment, on va démobiliser, on va être frustrés tous les uns les autres, et on aura du mal à repartir dans une autre action. Donc voilà. Et si vous avez quelqu'un, si vous n'avez pas de moteur dans votre équipe, un autre moyen de trouver du moteur, c'est de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va vous aider à mobiliser, parce que c'est pas vous. Parce que vous pouvez être sujet de... Comment dire on peut se dire que vous êtes jugé parti, etc. Donc parfois, trouver quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui va porter toutes vos idées, les mêmes, hein, pas mieux, pareil, mais simplement va vous aider à fédérer les choses, ça peut aider. Merci. Je laisse...
Très bien, merci. Donc, ça sera un peu le mot de conclusion. Juste une information par rapport à ça. Je mentionnais tout à l'heure le fait qu'on avait lancé un accompagnement d'un certain nombre de collèges sur la question du bien-être, et en particulier c'était des 6e, et que toute la méthodo, elle est retranscrite dans un cahier d'expérience qui va être édité par le Conseil général de la Gironde, et qui devrait sortir d'ici à la fin du mois d'octobre. Voilà, où toutes ces choses sont reprises, etc., en s'appuyant sur la méthode spirale. Voilà, donc c'était pour avoir une réponse un peu pragmatique aussi, mais c'est un outil qui est en cours de relecture, qui devrait être édité très rapidement. Si j'ai une remarque, allez-y. C'est un problème récurrent. Dans le collège de mon fils, c'est la même chose. C'est un problème récurrent, ça. Non, ils vont même plus boire pour être sûr de ne pas avoir besoin d'aller à la toilette. Non, mais Moi, je trouve ça aberrant. Si ce problème existe maintenant, j'en parle à des gens de ma génération et qui me disent non, mais dans ce collège, c'était déjà comme ça, style, faut pas que ça change, c'était comme ça. Moi, je comprends pas que les proviseurs et qu'il n'y ait pas vraiment qu'on n'ait pas les boucliers, parce que pour moi, c'est un problème majeur de santé publique. Les enfants qui vont pas aux toilettes, en fait, n'importe quel adulte qui ne va pas aux toilettes de la journée, même si les enfants ne sont pas forcément sur le même rythme que nous, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et je trouve ça très grave, j'entends jamais parler dans le collège Rapier, dans quel autre collège que ce soit, qu'on prend soin de le corps, quoi. Alors, c'est quand même un problème assez récurrent, ça existe tout le temps, les toilettes sont l'endroit le plus complexe, enfin un des endroits les plus complexes à gérer dans tous les établissements. Alors ça c'est un vrai, alors à la fois pour des questions de sécurité, à la fois pour des questions d'hygiène. Enfin il y a tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ça c'est une problématique. Enfin moi je vois en Ille-et-Vilaine, même quand j'étais en région centre, c'était vraiment quelque chose qui était très interpellant par les principaux de collège. Alors ça peut être lié aussi aux emplois du temps, il ne faut quand même pas oublier cet aspect-là, les conditions d'hygiène aussi intérieures, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après c'est un vrai problème de santé publique parce qu'on a quand même vu un certain nombre aussi d'infections urinaires arriver. Enfin il y a des vraies problématiques là, de santé pure et dure là. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui reste assez central. Et dans les lieux, quand on fait des cartographies justement avec les jeunes qui posent problème, les toilettes arrivent généralement dedans. Enfin, après, pas dedans. Pardon. Je suis pas très élégant. Pas très élégant. J'ai un scolaire sur un lycée à Bordeaux, un gros lycée, et les toilettes ont été refaites l'année dernière. Beau carrelage, belle couleur, les portes sont peintes. Le grand luxe avec du papier, du savon. Quand même. Une toilette. Des vraies. Des vraies toilettes. Les Rolls-Royce, quoi. Ouais. Ils n'ont plus à se plaindre. À mon avis, eh bien, régulièrement, les toilettes sont vandalisées. C'est-à-dire que les papiers, le rouleau de papier, il est mis dans toutes les toilettes, c'est tagué, les portes ont été défoncées. Voilà, donc ils ont dû refaire des portes. Et pourtant, je suis dans un lycée dit de Beaucartier. Voilà. Ah oui, ça. Donc il y a, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se cristallise au niveau des toilettes. Justement, il faut demander. Non, mais il faut demander. Non, mais il faut demander. Ouais, c'est ça. C'était plus dur pour eux d'accepter cette idée. Et je ne comprends pas que ce ne soit pas carrément des psychologues. C'est pas un problème dans la vie de locaux. C'est pas un problème d'équipement au départ. Alors, la question des toilettes agite. Ça a l'air de... Vraiment, on va prendre les deux dernières interventions. Je sens que le débat va s'enflammer. Allez, Yves. Non, mais d'accord, vas-y. En fait, moi ça m'avait interpellé, notamment quand j'ai eu une campagne d'un mouvement par élèves là-dessus. Et alors par contre j'avais lu un papier ou un article qui m'avait fait un peu réfléchir là-dessus, parce qu'ils avaient fait je ne sais plus combien d'études dans quelques établissements et pour essayer de voir qu'est-ce qui bloquait les gosses. Et en fait apparemment ce serait de la transmission maternelle, de l'angoisse de saleté, que les toilettes sont sales
mais et ça que aussi. du coup, les gamins bloquent parce qu'on leur dit. De toute façon, c'est toujours la faute des mères. Hein. C'est toujours la faute des mères. Hein. Faut quand même. Voilà. Non, mais faut quand même Madame, être juste. Hein. Madame, vous aurez le dernier mot parce qu'on peut Donc pas s'arrêter rappelez-vous ce soir pourquoi. Qu'est-ce que vous avez transmis à votre. Oui, je pense que vous pouvez avoir une grande discussion. Il y a un petit buffet. Ce sera un autre jeudi. Buffet toilette. Hein. Il y avait Madame, quelqu'un qui voulait. allez-y, terminez. Vous avez un micro juste derrière vous. En fait, les toilettes, le premier problème, c'est pas spécialement ni au collège. Oui. Ça commence en maternelle. Bien sûr. Donc, la problématique des toilettes dans les milieux collectifs, notamment dans les écoles, me paraît en effet essentiel au niveau psychologique. Il y a plein de choses qui les bloquent au début. Ce n'est pas qu'une question d'hygiène, loin s'en faut. C'est une question d'intimité, et en effet, l'intimité, à travers le développement d'un enfant, va commencer, mais dès le départ, assez vite, en maternelle, puis en primaire. Et quand on voit l'état, la situation, l'organisation architecturale des différentes toilettes, quand on voit justement l'eau au sein des toilettes, un vecteur de transmission de la biologie exceptionnel, sans savon, sans séchage, sans honte, c'est une véritable catastrophe. Plus que ma fille ne veut pas essayer dans son collège. Elle est capable de se reprendre toute la journée. Par contre, quand on prend la voiture, 2 heures après, Ça a l'air fait. Et on s'en saisit à ce moment-là. Mais je pense qu'il est grand temps de s'en saisir au départ. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est au départ et dans la petite enfance, mais en tout cas au début de l'enfance, c'est un apprentissage collectif, que les choses doivent être mises en place. Et cette peur-là vient de bien plus loin, et pas spécialement des parents. Il peut s'avérer qu'il y a... Sauf des mères. Sauf des mères, quand même. Non, même. Merci. Il faut quand même le reconnaître.